Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, en tant que parent, vous êtes peut-être bourré de bonnes intentions, mais aussi perclus de contradictions. Alors comment gérer? On va poser la question à Clara Georges, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille sa culture générale toute cette semaine sur le thème des Gaulois. Question du jour, sur quel texte gaulois s'appuie-t-on pour connaître l'histoire de la Gaule? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Dominique Garcia. Et puis enfin notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Sujet du cours particulier du jour, le portrait d'une pédagogue et pédiatre bien connue des professionnels de la petite enfance, la hongroise Amy Pickler. Son travail a marqué l'histoire du XXe siècle. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Clara Georges, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Moi aussi. Ravi de vous voir dans un contexte qui nous est inhabituel, puisqu'il faut avouer qu'on se connaît un petit peu par ailleurs. Vous êtes journaliste au Monde, ce qui m'arrive de faire également, rédactrice en chef de la rubrique Intimité, créatrice et animatrice de la newsletter hebdomadaire Daron Daronne. Et vous publiez aux éditions du Seuil une sélection de chroniques parues depuis fin 2022. Elle emprunte le titre de la newsletter, Daron Daronne, avec ce sous-titre, Les tendres tâtonnements de la parentalité. Un tout petit mot sur la genèse de cette rubrique et de cette newsletter. Parler d'intime dans un journal comme Le Monde et en parler à la première personne, dire... Je vous avoue que si je devais le faire dans le journal, je serais tétanisé. Ça coulait pas de source. Comment elle est née, cette idée ? Je crois que c'est une idée qui existait en moi depuis assez longtemps parce que je suis une grande lectrice de la presse anglo-saxonne. J'adore les journaux américains et britanniques. J'ai passé un petit moment de mes études au Royaume-Uni et je dévorais en particulier les suppléments week-end du Guardian. Or, les anglo-saxons... Le grand quotidien anglais. Oui. Or, les anglo-saxons font depuis bien plus longtemps que nous, avec sérieux et savoir-faire, cette démarche d'écrire à la première personne pour raconter non pas nécessairement exclusivement sa vie, ce qui comporte quand même des limites, mais pour s'ouvrir au monde. Et donc, quand j'ai eu envie de faire ça, j'en ai parlé au directeur du journal, Jérôme Fenoglio, qui lui aussi, ça tombe bien, lit la presse britannique et américaine et l'apprécie, et il m'a donné son accord pour le faire. C'est pas très difficile pour moi, je saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais j'ai toujours trouvé assez simple d'écrire comme ça des choses un peu incarnées. En revanche, ce que je voulais, vraiment ce qui était important pour moi au moment de la création de Daron Daronne, c'était effectivement utiliser le jeu, mais plutôt pour raconter le vous. C'est-à-dire partir de questions qui sont intimes, des questions personnelles que parfois je me pose moi-même dans ma vie de parent et dans ma vie quotidienne, pour aller explorer ce que pensent d'autres gens, d'autres chercheurs, des psychologues, des auteurs. Voilà, des parce que la clé, c'est qu'il y a une méthodologie très journalistique derrière. Vous partez généralement de cette situation vécue. Alors, je donne quelques exemples de titres pour rendre la chose concrète pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Comment j'ai raté la déconsommation à Noël? Savez-vous ce que lisent vos enfants? Est-il cruel d'envoyer son enfant dans sa chambre? Ça, c'est le time-out. Pourquoi le débat public-privé crispe-t-il autant les parents? Et derrière, vous partez de cette situation vécue, soit par vous, soit par des lectrices, soit par des collègues ou amis, et ensuite, très vite, vous donnez la parole à des spécialistes. En fait, c'est aussi une revue de littérature que vous faites. Absolument, et c'était l'idée, c'est-à-dire que je voulais absolument ne pas me positionner comme une sachante, car je ne suis pas une experte de la parentalité. Bien que mère de 3 enfants. Oui, bon, enfin... Je le dis, c'est pas votre vie privée, vous le... Si on vous lit, on le sait. Mais à ce compte-là, ça fait beaucoup d'experts. Hein. C'est un peu vrai. Comme c'est comme l'équipe de France de foot, il y a beaucoup de sélectionneurs, on est d'accord. Et donc, moi, mon désir, c'était de me dire, je suis comme ceux qui vont me lire, ceux et celles qui vont me lire, c'est-à-dire, je ne sais pas, mais j'ai une chance folle par rapport à ceux et celles qui vont me lire, c'est que je peux aller poser des questions et généralement, les gens me répondent. Ce je ne sais pas, vous en faites presque une ligne de conduite. Il y a un côté quasiment socratique dans vos chroniques. Et d'ailleurs, vous terminez dans la conclusion en disant « je sais que je ne sais rien ». Mais c'est le « je sais, je ne sais rien » des philosophes antiques. En fait, ils ne savent pas rien. C'est qu'ils mesurent tellement l'étendue des connaissances qu'ils sont effectivement un petit peu humbles par rapport à ça. Oui, et j'avoue que plus j'avance dans cette chronique, moins c'est ce que vous dites j'ai de certitude. Ça devient problématique dans ma vie quotidienne parce que je ne sais plus quoi faire quand mes enfants me posent une question. Non, mais plus sérieusement, c'est une démarche qui est d'autant plus importante pour moi qu'elle répond, à mon sens, à un besoin, parce qu'on vit dans une époque qui est abreuvée de conseils en parentalité. C'est, bon, vous êtes bien placé pour le savoir, l'éducation, la scolarité, la parentalité sont des champs qui ont été massivement investis depuis
depuis, je dirais, une grosse décennie, par des expertises, mais aussi qui sont devenues un marché. Et donc aujourd'hui, on a un marché qui pèse, je crois, 20 millions d'euros en termes d'édition autour du parenting par an. Donc c'est considérable, avec des gens qui peuvent parfois asséner des conseils très péremptoires et contradictoires. Je pense par exemple au time-out, on y reviendra peut-être. Et qu'est-ce qui se passe? Les parents qui se sentent progressivement de plus en plus dépossédés de leur savoir, qu'on pourrait qualifier parfois d'intuitif, parfois de transmis, eh bien, ils ne savent plus à quel sein se vouer et s'il faut envoyer l'enfant dans sa chambre ou lui faire des bisous. Faire un gros câlin. Que c'est pas grave de hurler dans tous les sens. C'est d'autant plus essentiel qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, parce que vous citez le marché de l'édition, mais il y a aussi cette surpuissance aujourd'hui des influences, alors j'allais dire influenceurs et influenceuses, franchement influenceuses pour l'essentiel, notamment sur Instagram, et on est plus que jamais parents sous le regard des autres. Et quand je dis regard, c'est pour pas dire pression, voire jugement. Oui, c'est vrai que ça peut être extrêmement déstabilisant, voire paralysant, d'être constamment rivé à d'autres expériences de la parentalité. Bon, on le sait bien, c'est quelque chose qu'on répète désormais sur Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Pour autant, quand on fait scroller, défiler notre fil Instagram et qu'on est abreuvé de récits de vie formidables avec des enfants qui sont habillés en blanc et qui n'ont jamais une tache de chocolat ou qui sont bien coiffés, qui n'ont jamais de poux, ou des choses plus sérieuses, évidemment, je prends des exemples légers, mais souvent c'est justement quand les choses deviennent difficiles pour les parents que la pression s'accroît. Et on a du mal et on cherche des solutions en même temps. Ça peut être très dur. Il y a plein de fils thématiques qui sont tendus tout au long de vos chroniques. D'ailleurs, c'est un grand plaisir pour... Alors moi, je les lis de manière assez régulière au fil du temps, mais c'était un exercice amusant que de les reparcourir et d'en découvrir d'ailleurs certaines d'un coup, parce que voilà, vous dessinez quand même toute une vision de la parentalité. Alors, dans les fils tendus, il y en a un qui est d'accepter de vivre avec ses contradictions. Et ça vous le dites très souvent. Je pense qu'on n'a pas tellement le choix, et heureusement en fait. C'est-à-dire que on est pétri d'ambivalence. Et c'est justement l'une des choses que je trouve qu'on tend parfois un peu à oublier avec quand on cherche à appliquer une méthode ou une recette d'éducation. C'est qu'en fait, personne n'est univoque, ni nos enfants ni nous. Et donc évidemment que quand on est face à un enfant qui fait une crise de colère, on est traversé de sentiments ambivalents. C'est pourquoi je pense qu'une application un peu extrême de la parentalité bienveillante n'a aucun sens. On ne peut pas si on décode tout ça, c'est l'idée de on va lui faire du renforcement possible. Oui. Je caricature, hein. Bravo pour cette colère, tu es en train d'exprimer plein de choses, etc. Et on espère que tout va se calmer. Oui, absolument. Voilà. Et au fond de soi, qu'est-ce qui se passe? On accumule quand même une certaine dose de colère, parce qu'on est humain, une certaine dose de rancœur, et un jour ou l'autre, ça finira par sortir. Donc je pense que mieux vaut embrasser nos contradictions. Et le fait que, justement, énormément de voix différentes peuvent nous guider chez nos proches, mais aussi dans la littérature, dans la fiction, dans nos vies de parents, pour s'en sortir avec une certaine dose de bricolage. Du bricolage, un peu d'humour, ça ne gâche rien non plus. Au cœur de ces contradictions, c'est un deuxième fil qu'on retrouve dans vos chroniques. Il y a la question de la mixité et du rapport à la mixité sociale, à la mixité scolaire, et ça renvoie aussi à tout ce qui touche à la compétition scolaire. En janvier 2023, vous avez publié une chronique intitulée « Et si l'angoisse de Parcoursup commençait dès la crèche ?» Alors, même si elle dit qu'elle n'a pas été très bien comprise, Elisabeth Borne, elle a tenu des propos de nature à étayer ce type d'angoisse. C'est quelque chose de terrifiant. Oui, c'est terrible. Ce genre de propos est dévastateur. Je me souviens plus de sa phrase exacte, qui était dès la maternelle. Alors, je n'ai pas vérifié, parce que je dis que vous la connaîtriez par cœur. Non, je la connais vous l'aviez affiché quelque part. Il faut penser à son orientation dès la maternelle. Leur orientation scolaire future dès la maternelle. Ouais. Ça n'a aucun sens. Alors, peut-être que ça a été sorti de son contexte, c'est possible. C'est ce qu'elle a dit par la suite. Je n'ai pas vérifié. Cela étant, ce que l'on entend avec cette phrase, mais aussi avec tout l'inventaire des pressions scolaires diverses et variées que l'on vit en tant que parent, c'est qu'il y a un moment où ce sera trop tard, en fait. Il y a un moment où on ne pourra plus aider son enfant. Et surtout, ça renvoie à la question du risque, c'est-à-dire... En vérité, est-ce que nous sommes les seuls responsables du devenir de nos enfants? Est-ce que tout repose sur nos épaules? La responsabilité de parents, elle devient immense. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est globalement un peu encouragé par les pouvoirs publics.
parce qu'ils ont tendance à responsabiliser les parents dans le devenir des enfants. Et ça peut être une pression gigantesque. Pression gigantesque, et puis ça peut venir cogner d'autres valeurs, typiquement celle de vouloir qu'un enfant ou que ses enfants grandissent dans un environnement socialement mixte, avec tout ce que ça peut entraîner en termes de discours sur les établissements scolaires, de choix qui ne sont pas des choix évidents. On va faire une petite pause, on révise. Je ne sais pas si vous faites ça beaucoup avec les enfants, lire des livres, ça oui, je le sais, parce que vous en parlez. Oui, ils ont appris à lire tout seuls d'ailleurs. Oui, ils se débrouillent, c'est une éducation comme ça. On retrouve Clara Georges juste après l'Anti-Sèche pour continuer à parler d'Aaron, les tendres tâtonnements de la parentalité qui viennent de sortir au seuil. Mais cette semaine, on révise l'histoire de la Gaule. Et notre question du jour est la suivante. Sur quel texte gaulois s'appuie-t-on pour connaître l'histoire de la Gaule? Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, historien, professeur des universités. Vous êtes également président de l'INRAP, l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Et vous publiez aux éditions du CNRS un ouvrage consacré aux Gaulois. C'est dans la collection À l'œil nu, Histoire. Alors, quel grand livre gaulois avez-vous lu pour écrire ce texte? Il n'y a pas de grand livre gaulois. Il y a quelques petites bribes de tout petits textes qui sont en langue gauloise, mais écrits avec l'alphabet grec ou latin et qui nous apprennent peu sur l'histoire même des Gaulois. Parce que la langue gauloise se parlait, on peut le supposer du moins. Alors, pas toute seule, d'ailleurs, il y avait plein de langues qui se parlaient, mais elles ne s'écrivaient pas. Oui, on a commencé la semaine avec un petit piège. Donc, quelles sont nos sources, quelles sont vos sources de connaissances de l'histoire de la Gaule et des Gaulois? Donc, on n'a pas d'archives écrites en langue gauloise. On a des archives qui sont écrites en grec ou en latin. La plus importante, c'est Jules César. C'est Jules César, la guerre des Gaules. Ouais. Et en revanche, Jules César, la guerre des Gaules, c'est un texte politique, c'est un texte militaire. C'est des rapports qu'il envoyait à Rome pour avoir des bénéfices. Donc on peut dire que il est à la fois partial et partiel. Il nous dit pas tout et puis il parle d'abord aux Romains. Ouais. Donc, il nous dit pas tout, mais vous écrivez quand même qu'il ne ment pas dans ce qu'il écrit. C'est-à-dire que quand même, les autres historiens, les autres sources semblent indiquer que c'est une source assez fiable, la guerre des Gaules. Ce sont des rapports militaires qu'il envoie au Sénat. Il met trois trucs sous le tapis, mais... Effectivement, donc il appuie sa démarche, il cherche de l'argent, il cherche des moyens, mais en revanche, effectivement, il dépeint objectivement ce qu'il voit autour de lui et qui peut intéresser le Sénat. Donc effectivement, il ne ment pas, même s'il ne dit pas tout. Ok, il y a les apports aussi de l'anthropologie à laquelle vous vous intéressez beaucoup. Alors effectivement, du coup, quand on essaie d'étudier les Gaulois, quand on essaie de leur donner la parole à partir de textes qu'on n'a pas, et ben à ce moment-là, on écrit à leur place, et pour écrire à leur place, on cherche des modèles anthropologiques, effectivement, voir comment des populations que l'on appelle proto-historiques, c'est-à-dire contemporaines de sociétés qui possèdent l'écriture, mais qui elles-mêmes ne possèdent pas l'écriture, et dont on connaît, donc on est presque dans... Comment on s'y prend? Vous avez un exemple? Alors, bien entendu, on essaie de travailler on prend une typologie des modèles qui existent dans des populations du même type de développement, et on essaie de voir... On joue un peu aux devinettes quand même, après. Effectivement, et à ce moment-là, on essaie de voir si ces modèles peuvent être rapprochés. Mais la plus grande source reste quand même les données archéologiques. Voilà, c'est et on peut s'arrêter 2 minutes. Vous êtes président de l'INRAP, d'ailleurs. Le P d'INRAP, c'est préventive. Et ça, c'est une grande nouveauté, et ça a permis plein de découvertes. C'est-à-dire, dès qu'on veut faire des travaux importants, de transport public, de bâtiments, etc., vous, archéologue, vous arrivez et... Effectivement, et ça a renouvelé, ça a transformé notre pays en grand site archéologique. Jusqu'au début du 3e millénaire, les archéologues fouillaient sur des sites qui étaient déjà connus, Alésia, Gergovie. Donc on cherchait Alésia, je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Donc on cherchait des renseignements sur des sites qui étaient déjà pointés et cités d'ailleurs par César. À partir de l'année 2000. Vas-y, je rigole sur Alésia, mais il y a eu débat sur la localisation d'Alésia. Il y a encore débat. Bon. Sauf chez les archéologues. Oui, voilà. Donc, Alésia, c'est à Lise-Sainte-Reine. Et donc, en Bourgogne, il n'y a pas de souci. Il y a des textes, il y a les traces archéologiques, on a toutes les informations. En revanche, effectivement, certaines communes, notamment dans le Jura, aimeraient bien que Alésia soit là. Mais non. Et donc, cette archéologie préventive, c'est effectivement cette archéologie qui essaie de tracer un cercle virtueux au fur et à mesure qu'on aménage notre pays, qu'on construit des voies de chemin de fer, des autoroutes,
routes, des lotissements, des parcs logistiques. Les archéologues interviennent en préalable et essaient en fin de compte de fouiller le sol comme s'il s'agissait de bibliothèques nouvelles. Chaque site archéologique, on le fouille couche par couche, on prend les informations, on essaie de les traduire et en fin de compte, comme ça, de restituer une image un peu plus complète. Et ça donne une connaissance et des connaissances qu'on retrouve dans ce super livre. Il y a des illustrations, elles sont signées Jérémy Perraudot. Allez, je vous le montre, je prends un peu au hasard, voilà, comme ça, vous vous rendez compte. Ah ben non, là vous avez la couverture, voilà, là vous avez, hop, c'est très pif. Vous voyez, c'est un livre fait par un historien très sérieux, un archéologue, mais c'est plein d'aide à la lecture, plein d'encadrés, plein d'entretiens. Un mini-mot, parce qu'on va passer la semaine ensemble, si vous voulez bien. Votre passion pour les Gaulois, elle vous est venue comment ? Par proximité, presque par la géographie, pour dire tiens où je suis. Vous habitez à côté d'Alésia ? Presque, non, pas du tout. J'habite en Languedoc, comme presque ça s'entend. Ouais. Et donc, à un moment donné, petit enfant, je voulais me situer dans l'espace. Et se situer dans l'espace, c'est souvent nommer une colline qui porte un nom gaulois. C'est se situer par rapport à une ville. Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Et à ce moment-là, on se dit, tiens, je ne suis pas le premier à occuper cet espace. Vous voyez, Clara, ça marche, l'orientation dès la maternelle. Oui, sans doute. Quand c'est né d'une passion, évidemment. Dominique Garcia, merci beaucoup. On se retrouve demain. C'est dans la collection À l'œil nu, histoire de CNRS Éditions, ce livre sur les Gaulois. La question pour demain, on parle très naturellement de nos ancêtres les Gaulois, mais ce peuple originel a-t-il vraiment existé ? C'est la question à laquelle Dominique Garcia répondra demain. Pour l'instant, on retrouve Clara Georges, Daron Daron. Clara, il y a quelques héroïnes dans votre livre, ce qu'on appelle les rôles modèles en bon français. Il y en a une que vous adorez, c'est Jacinda Ardern, il faut bien que je prononce son nom, qui fut première ministre en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est important ces images, ces figures ? Oui, je pense que c'est essentiel pour se construire et se déculpabiliser un peu de nos choix. Et je trouve surtout, en fait, je n'ai pas d'avis sur le bilan politique de Jacinda Ardern. Je dois dire que je ne connais pas suffisamment la politique néo-zélandaise pour m'exprimer là-dessus. En revanche, j'avais été très marquée par le discours qu'elle a fait en 2023, je crois, au moment de sa démission. Elle était première ministre, elle avait été enceinte, puis en congé maternité pendant son mandat. Il y a des images célèbres d'ailleurs, on la voit avec son bébé. À l'ONU, oui. Absolument. Et au moment où elle décide de renoncer à ce poste, elle explique je crois que la formulation était « je n'ai plus le carburant pour faire correctement ce job ». On appréciera le côté anglo-saxon de la formule, mais en fait, ce qui m'a intéressée là-dedans, c'est ce choix, parce que ce choix a immédiatement été très critiqué, de toutes parts. Des gens ont dit elle n'était pas assez solide, elle a fait un burn-out. D'autres ont dit c'est une stratégie politique parce qu'elle commençait à baisser dans les sondages. Bref, il n'y a eu aucune mansuétude. Et ça m'a rappelé un autre moment politique avec quelqu'un de très différent, qui est Rachida Dati, qui, quand elle a accouché en 2009, a été ministre de la Justice et est revenue 5 jours après une césarienne, comme si de rien n'était. Il y a eu d'autres exemples. Je crois que Claire Chazal, présentant le 20h, pas longtemps après avoir accouché. C'est vrai. Ségolène Royal était revenue aussi très vite. Tout à fait. Non sans avoir fait faire quelques petites photos à la maternité. Oui, absolument. Ouais. Et à chaque fois, le premier réflexe a été de critiquer le choix de ces femmes. Qu'elles aient choisi d'arrêter de travailler ou au contraire de retourner au travail, elles sont toujours des mauvaises mères. Et je me suis dit que c'était quand même pas possible de continuer à entendre ce type de discours. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler justement du choix de Jacinda Ardern, que moi j'ai trouvé assez beau. Non pas parce que j'ai envie de me positionner pour le retour au foyer, pas du tout, mais simplement parce qu'elle a su écouter là où allait son désir. Et ça apportait un message planétaire, j'en sais rien, mais enfin en tout cas qui est largement sorti des frontières de la Nouvelle-Zélande. La newsletter, elle s'appelle Daron Daron. C'est sympa pour les darons. Merci Clara. En fait, vous auriez quand même pu l'appeler Daron Daron, parce que pendant longtemps, il n'y a que des femmes qui vous écrivent. Au début, oui. Et d'ailleurs, ça m'a un peu inquiétée. Je me suis dit, bon... Vous n'êtes pas la seule, hein, parce que vous citez l'exemple de Papa Plume. J'ai oublié son nom, Alexandre Marcel. On l'avait reçu d'ailleurs ici, qui voulait justement parler aux hommes de parentalité, en disant on peut être un papa différent, et boum, 92% de femmes. Ben oui. Ouais. Alors, je crois que c'est vraiment un grand classique de la parentalité, et c'est très problématique. C'est ce domaine est très peu investi par les pères, en tout cas dans ses formes contemporaines, les forums de discussion sur Internet, les ouvrages de parentalité, etc. Mais je dois dire que j'ai quand même une très grande lueur d'espoir, là c'est depuis assez longtemps maintenant. D'abord, j'ai commencé à recevoir des courriers de darons,
en nombre quasi égal au courrier de Daronne. Et ensuite, très récemment, j'ai eu un espèce de petit bilan de la newsletter qui a été fait en interne au journal avec une étude du lectorat. Et donc, on n'est pas à 50-50, mais on est à 40% de lecteurs et 60% de lecteurs. Pas mal. Donc, je trouve... Non, mais c'est... Non, alors, mais je suis à zéro ironie. C'est vraiment premier degré. C'est vraiment une chose importante. C'est très rare sur ces sujets-là. Et je le constate énormément au travers des courriers des lecteurs qui m'écrivent. Il y a des préoccupations qui, pour moi, sont relativement récentes. Des hommes qui prennent des congés parentaux, qui se demandent non pas comment aider leur femme, parce que longtemps ça a été ça, mais comment être le plus investi possible de manière égalitaire dans les tâches domestiques et parentales. Et vous sentez que ça bouge? J'y vois un mouvement. Il y a un autre thème récurrent dans votre, alors je dis dans votre livre, dans cette série de chroniques, mais qui fait livre aujourd'hui, c'est la comparaison. Comment font les autres mères? À vous lire, on a l'impression que les femmes sont doublement sévères. Sévères envers elles-mêmes, sévères envers les autres. Oui, je crois que ça, c'est l'héritage justement de cette expertise en parentalité qui peut être un peu écrasante et qui a été, comme on vient de le dire, majoritairement à destination des mères pendant des années, qu'il reste encore aujourd'hui. Si on regarde l'offre du conseil en parentalité, elle s'adresse quasi exclusivement aux mères, avec des injonctions parfois contradictoires. Et une des choses que je trouve vraiment intéressante là-dedans, c'est de réfléchir à la place qu'occupent nos choix politiques dans cette situation. Il y a un sociologue qui s'appelle Romain Deleuze qui a fait un travail que je trouve très intéressant. Il a comparé les pays européens en matière de ce qu'il appelle les régimes de genre, c'est-à-dire comment les politiques publiques ont œuvré pour l'égalité des genres à la fois au travail mais aussi domestique. En gros, il y a un régime de genre très égalitaire. Sans surprise, c'est celui de la Suède, entre autres, celui dans lequel les politiques publiques se sont investies à la fois dans le retour au travail des mères, mais aussi dans le fait que les pères s'investissent dans le foyer. Il y a un régime de genre qu'il appelle traditionnel, qui est plutôt celui de certains pays latins et du Royaume-Uni et de l'Allemagne, où les femmes sont davantage au foyer. Et puis nous, la France, on n'est pas les seuls, mais on est pris dans un régime de genre contradictoire, c'est-à-dire les politiques publiques ont investi dans le retour au travail des femmes, mais en revanche, il y a très peu d'investissement qui est fait pour que les hommes s'investissent dans la parentalité et dans l'égalité réelle au foyer. Ce qui fait que les femmes, la conséquence, elles sont à la fois très investies au travail et très investies au foyer, et elles implosent. Et c'est pas évident. Un petit mot, Clara Georges, si vous le voulez bien, sur l'enfant et l'adolescente que vous étiez. À 14 ans, piercing à l'arcade, cheveux roses vifs, crop top et look gothique. Vous êtes cruel. Je vous cite. Une révolte. Non, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça. C'est une révolte contre ce que vous appelez dans la chronique dans laquelle vous le mentionnez, le joug maternel. Vous avez eu une mère très... Non, j'ai eu une mère très aimante, très aimante, très présente dans ma vie et extrêmement importante, avec laquelle j'entretenais des rapports assez fusionnels. Et le seul moyen que j'ai véritablement trouvé pour tâcher de m'émanciper, ça a été ça. Et de votre père, vous parlez beaucoup moins, mais alors sur l'épisode du piercing, vous avez un souvenir très net, je vous cite encore. « Comment as-tu pu tant les dire comme ça? Je ne te regarderai plus jamais dans les yeux. » Je poursuis la citation, ce n'était pas vrai, mais disons qu'au moins j'avais réussi à le faire réagir. Lui, il était un peu... oui, c'était le modèle... il incarnait un modèle très tradit. Quelque chose d'un peu plus traditionnel à l'époque, tout en étant un père très affectueux, mais dans une certaine retenue, je dirais. Et effectivement, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir justement comment on se positionne ce moment incroyable de l'adolescence, ce moment d'une émancipation dans laquelle il faut parvenir, du côté des parents comme du côté des enfants, à maintenir un fil, mais que ce fil se distende autant que l'enfant en a besoin sans jamais rompre. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai plus de 40 ans, après quand même... quelques années d'adolescence et post-adolescence un peu remuantes, et puis de jeunes adultes vaguement en révolte, je comprends tout ce que je dois à mes parents. Je pense que... Votre mère, vous la citez à plusieurs reprises. Hein. Oui, elle vous manque. Et le fait... Alors, quand je dis elle vous manque, je ne parle pas de votre rapport intime à sa disparition, mais elle vous manque en tant que la mère qui aurait pu aussi vous aider à élever vos enfants. C'est difficile. Que personne ressource, j'entends. C'est une expérience particulière de devenir mère sans pouvoir demander à sa propre mère, j'en sais rien, tout
tout ce qui s'est passé au cours de sa propre grossesse. Ma mère était décédée depuis des années quand j'ai eu mon premier enfant. Et qui se souviendra désormais de mon enfance? Et ouais, pour moi, vous c'est posez cette question qui reste en suspens. C'est-à-dire que je me souviens vraiment que pendant le deuil, assez rapidement, c'est une des premières questions qui m'est venue. C'est ma mère était là quasiment tout le temps avec moi. J'ai pas été scolarisée jusqu'à 6 ans, donc j'étais vraiment très, très proche d'elle, à la maison, tout le temps. Qui va se souvenir de ces moments-là? Et cette question, je me la pose en résonance avec mes propres enfants aujourd'hui, avec mon compagnon. On se le demande souvent. Aujourd'hui, mon dernier fils a 5 ans. Tout ce qu'il a vécu entre 0 et 5 ans. Probablement, il ne va pas s'en souvenir. Mais oui, alors que ça fait partie des moments les plus forts de notre vie de parents. Vos chroniques, ce bouquin, c'est aussi un cadeau que vous leur faites, une trace pour plus tard. On m'a dit ça récemment et c'est très drôle parce que je ne l'avais pas du tout envisagé comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir peur du moment où ils vont réaliser à quel point je les exploite. Ma fille aînée, qui lit depuis... Ils vous ont pas encore demandé de rémunération? Pas encore, non. Mais je redoute un peu le moment où ça arrivera. Peut-être que je serai compris quelque chose d'interrompre cette chronique. Au rapport au travail. La mort d'une mère, vous citez aussi Charlotte Gainsbourg, une interview qui vous a beaucoup marqué, dans laquelle elle dit « La mort d'une mère, c'est dans notre corps, il y a quelque chose de la colonne vertébrale qui s'effondre ». Oui, c'est un mouvement intérieur, je pense. C'est vraiment un effondrement intérieur à partir duquel on se reconstruit, mais lentement. Il faut quand même... Bon, moi je trouve en tout cas que vous nous aidez à être des meilleurs darons, peut-être des meilleurs daronnes, je ne peux pas parler pour elle. Les tendres tâtonnements de la parentalité, je trouve aussi très délicat et juste ce sous-titre. C'est le titre du recueil qui vient de sortir aux éditions du Seuil et qui reprend, alors il n'y a pas tout, mais il y en a pas mal quand même, un certain nombre de chroniques parues depuis fin 2022 dans Daron Daronne qu'on peut continuer à lire. Et qu'il faut continuer à lire. C'est gratuit. En plus. Et on n'a pas besoin d'être abonné au Monde pour la lire. Vous vous rendez compte, c'est cadeau tout ça. Dominique Garcia, merci. On se retrouve demain pour continuer à découvrir l'histoire des Gaulois. Pour l'heure, comme chaque semaine, nous retrouvons Marie-Olivier. Cours particulier, c'est un portrait aujourd'hui, le portrait d'une pédiatre hongroise, Amy Pickler. Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, on voyage dans le temps ou dans l'espace pour découvrir des pédagogues ou des pédagogies. Aujourd'hui, vous nous présentez une pédagogue hongroise peu connue. Vous me la faites découvrir d'ailleurs. Amy Pickler, effectivement, une hongroise qui est née au début du XXe siècle et qui est décédée en 1984 à Budapest, en Hongrie. C'est une pédiatre avant tout, mais aussi une pédagogue. Alors, décédée à Budapest, mais née en Autriche, je crois. Oui, en fait, Amy, née en Autriche d'une mère enseignante autrichienne et d'un père artisan hongrois, mais elle ne passe que 6 ans en Autriche avant de gagner la Hongrie paternelle, mais elle revient à Vienne pour ses études dans les années 20. Des études de médecine. Des études de médecine, elle est diplômée en 1927, Amy, et elle travaille à l'hôpital universitaire pour enfants à Vienne. Son mari est enseignant et il est mathématicien aussi, et ils ont un premier enfant ensemble, une fille, et tous les deux, ils décident de lui donner toute la liberté de mouvement possible pour que leur fille se développe le plus naturellement qui soit. C'est-à-dire ? Eh bien, le couple laisse la fille explorer et développer ses capacités motrices à son propre rythme, sans trop intervenir, sans lui offrir de stimulation extérieure. Et ce principe, en fait, c'est l'un des piliers de l'approche du développement de Pickler. Elle en développe d'autres et elle devient enseignante à Budapest après avoir quitté Trieste où la famille vivait. Enseignante, pédiatre. Oui. Et pédagogue, finalement, au sens Exactement. où elle va laisser des traces de ses travaux. Elle donne des cours sur l'attention et l'éducation à donner aux petits-enfants à Budapest. En 1940, elle publie son premier livre qui s'appelle « L'éducation des nourrissons dans les conditions domestiques ». Il pose les bases de la réflexion qu'elle a sur le rythme de l'enfant et puis sur, je vous le disais, l'importance du mouvement libre. Il n'y a pas que ça, je crois, il y a d'autres... Il y a d'autres principes, exactement. Des principes fondamentaux comme l'attachement sécurisé. C'est tout simplement une relation de confiance entre le parent et l'enfant. On va retrouver chez Winnicott après les théories de l'attachement. Exactement, tout à fait. Le respect du rythme individuel de l'enfant. Là, on pense à Montessori, donc sans pression et attente imposée. Un environnement qui est bienveillant et adapté, bien sûr. Et l'importance des soins dits relationnels. Les soins, c'est quoi les soins dits relationnels ? Les soins relationnels, par exemple, le repas, le change, le bain. En fait, des moments, tous les moments où on est ensemble. Des moments très privilégiés entre le parent et l'enfant,
Ou l'adulte, eh bien, selon Pickler, doit être vraiment présent à l'enfant et pas sur son smartphone, par exemple. Hein, c'est un petit anachronisme. Exemple pris au hasard. Voilà. Amy Pickler, en tout cas, n'est pas qu'une théoricienne. Hein. Elle se base vraiment sur des observations cliniques et puis ensuite, elle agit sur le terrain. Puisqu'en 1946, elle crée à Budapest une pouponnière. La première pouponnière qu'elle crée, effectivement, à la demande du gouvernement hongrois. Elle y accueille et elle y éduque des enfants qui sont orphelins ou abandonnés dès le plus jeune âge. Et comme cet orphelinat, il marche bien et qu'il a bonne réputation, eh bien, il se décline en d'autres pouponnières à travers tout le pays. Et en fait, ce sont les équipes de la première pouponnière qui vont former les autres équipes pour que le modèle essaime un peu partout. Les équipes, et puis Amy elle-même, je crois qu'elle donne beaucoup de sa personne, n'est-ce pas, pour transmettre, former. Exact. Elle forme les formateurs, elle développe ses recherches, elle conçoit aussi des outils de formation, des outils pédagogiques de formation à base de films, de photos, d'écrits. Et elle publie même un manuel en 1970 pour à l'attention des nurses, donc les gens qui s'occupent des enfants, avant de prendre sa retraite en 1979. Retraite active. Oui, retraite active, elle ne s'arrête pas là. Même à la retraite, elle poursuit ses recherches scientifiques. Elle a un rôle de conseillère et d'enseignante. Amy Pickler, elle mourra 5 ans plus tard, mais elle a vraiment influencé la pédagogie, surtout de la petite enfance. Et elle reste aujourd'hui une référence dans le domaine dans de nombreux pays. Depuis 1986, d'ailleurs, sa première pouponnière, dont je vous parlais tout à l'heure, porte le nom d'Institut Picker-Loxi en hommage à la fondatrice, et ils font des formations aussi partout dans le monde. Génial, merci beaucoup. Merci à vous. Chère Marie, pour ce portrait de cette grande pédagogue, alors j'allais dire hongroise finalement, Amy Pickler, bien connue en Autriche. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Koller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.